Donc, on va commencer. Donc, tout d'abord, c'est vrai que je me présente. Donc, je m'appelle Yasmine Jugy. Je travaille à l'association La Maison du Compost. On est basé à Königshofen, donc à Strasbourg. Et qu'est-ce que je fais? Donc, dans mon poste de chargée de mission animation, j'accompagne des écoles. Je fais des animations pour les enfants, mais aussi pour tout type de public. Depuis peu, comme mission, je me suis vraiment donné d'accompagner les écoles dans leur projet compostage parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup. On a beaucoup de demandes par rapport à ça. Et donc, c'est d'accompagner d'un point de vue technique, logistique, mais aussi dans les animations, de venir faire des animations, etc. J'en reparlerai à la fin de toute façon. Mais l'idée, voilà, comme écrit, c'est de permettre aux écoles de mettre en place des sites qui durent dans le temps, pas juste pour un petit projet pour une année ou moins. Notre association elle a pour but d'accompagner tous les sites de compostage dans ce sens-là. Donc au niveau du sommaire, de quoi on va parler? On va parler de plusieurs choses, donc bien sûr de compostage, donc aussi ce qui est plus technique, ce qu'on met dedans, ce qu'on met pas dedans, comment ça se gère, comment ça fonctionne, mais aussi plus particulièrement, vu que c'est pour les écoles, la gestion d'un site, comment on gère le site dans une école, en équipe, voilà, c'est un vrai travail d'équipe. On va parler aussi des aspects pédagogiques, parce que c'est ce qui est quand même très intéressant, avec la mise en place d'un composteur dans une école. Je parlerai donc un peu, comme j'ai expliqué au début, de l'accompagnement qu'on fait à la maison du compost. Et ensuite, on aura des petits témoignages, donc, dont Edwige, qu'on a entendu tout à l'heure, qui fait partie de l'école élémentaire Guilmer 2, qui pourra un peu témoigner de la mise en place du projet, de ce qu'elle souhaite mettre en place à l'école. Et il y aura aussi un témoignage de 2 autres écoles qui ne peuvent pas être présentes ce soir pour parler, mais moi que je présenterai, parce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec les personnes responsables. Donc, comme disait Séverine, si vous avez des questions, voilà, il y a plusieurs thèmes. Donc, si vous avez des questions, posez-les par rapport au thème que je viens d'aborder, donc à la slide même, par exemple, c'est plus pratique. N'hésitez pas à poser des questions, c'est toujours intéressant et c'est en plus interactif. Et souvent, après, on risque d'oublier les questions pour la fin, donc n'hésitez pas. Donc, tout d'abord, la partie compostage. Donc, on revient à la base. Pourquoi un compost? À quoi ça sert? Il y a plusieurs raisons assez clés. Tout simplement, bien sûr, c'est déjà écologique. Le compostage permet d'avoir moins de pollution qui est créée à cause de la collecte ou du transport et du traitement des déchets qui seraient faits si ces déchets-là n'étaient pas compostés sur place et qu'ils étaient, comme on fait déjà, mis dans la poubelle d'ordures ménagères. Ça permet d'améliorer les sols. Il y a moins d'intrants chimiques, il y a plus de retour au sol de la matière organique. Donc c'est très important pour le maintien d'un sol en bonne santé, on pourrait dire. Donc on arrive à capter aussi plus de CO2, donc c'est une technique qui est très écologique. Et bien sûr, comme on parlait des transports, ça évite des déplacements vers les déchetteries de tous les déchets, que ce soit les déchets restes de cuisine, restes de repas, etc., mais aussi les déchets de jardin. Et bien sûr, ça permet, donc on en reparlera aussi, mais une gestion plus naturelle des espaces verts pour favoriser la biodiversité et encore une fois pour protéger les sols qui sont très importants. Il y a bien sûr une autre notion économique qui peut être intéressante pour les écoles, mais bien sûr plus pour la collectivité. Mais il y a quand même une réduction des coûts de transport s'il y a moins de choses à transporter. Et puis au niveau des écoles, pour les projets, ça permet aussi d'avoir moins besoin d'acheter par exemple d'engrais, de fertilisants, de choses pour le jardin, quand on gère ces déchets verts d'une meilleure manière et plus en interne, et qu'on répartit plus de compost sur les sols. C'est aussi pratique, tout simplement parce que ça reste sur place, tout est fait sur place, donc il y a moins de déplacements, il y a moins de gestion logistique à faire, c'est plus facile. Les sacs, par exemple, d'ordures ménagères sont moins lourds, voilà, des choses comme ça. Il n'y a pas besoin d'aller emmener toutes les grosses quantités de déchets verts dans les remorques qui vont être amenées. Voilà, c'est assez pratique, c'est facile. Donc au début, ça peut paraître un argument qui n'a pas trop de sens, mais plus on avance dans le projet, plus on met en place un site de compostage, on se rend compte effectivement de l'aspect pratique et de l'aspect facilitant d'avoir un site de compostage sur place. C'est aussi gratifiant, il faut le dire quand même. C'est quand même un geste éco-responsable très important. C'est valorisé par la ville. Ça fait partie de la stratégie de l'Eurométropole de Strasbourg de mettre en place des sites de compostage dans les écoles. Donc c'est pour ça que la ville passe par nous, par le biais d'une convention, pour pouvoir mettre en place tout ça. Bien sûr,
c'est aussi des activités pédagogiques qu'on perd. Donc c'est la création de nouveaux outils pédagogiques, de plein d'activités à faire avec les enfants autour des composteurs ou autour de l'utilisation du compost, dans les jardins qui seront créés, etc. Donc plein d'activités pédagogiques et on peut sensibiliser donc, à l'écologie, aux gestes éco-citoyens, au jardinage naturel, à la vie du sol. Il y a énormément de choses. On en reparlera après. Mais voilà, donc il y a énormément d'arguments pour le compost. J'ai mis donc sur le côté un petit schéma qui vous récapitule, mais je pense que vous le savez déjà, mais le cycle des déchets, des biodéchets. Si effectivement il y a une collecte, s'il y a un tri ou s'il n'y a pas de tri et s'il n'y a pas de collecte et que tout est laissé sur place, voilà, l'idée c'est quand même de rester dans ce cercle vertueux pour valoriser sur place ces déchets. Et potentiellement, si vous avez un jardin pédagogique, d'avoir des jolies choses qui poussent ensuite avec le compost. Alors, la question tout de suite que tout le monde se pose, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Donc, l'idée, c'est de mélanger deux types de matières. Donc, on a des matières plutôt humides et azotées, donc qui sont plutôt des matières colorées, qui sont des matières pleines d'eau, et des matières qui sont plutôt sèches et donc pleines de carbone. Et donc, l'idée, c'est d'associer les deux opposés. Donc, en associant ces deux opposés, on arrive à un équilibre qui permet un fonctionnement correct du compostage et un bon compost à la fin. Et c'est très important, il faut toujours avoir un équilibre entre les deux. Donc, toujours penser à ce qu'on y met en type de matière humide et aussi ce qu'on y met en type de matière sèche. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre comme type de matière humide? Donc, j'ai noté des exemples, par exemple, pour les écoles des sources qu'il peut y avoir. Pardon, donc ça peut être effectivement les restes de préparation de la cuisine, si y a de la cuisine qui est faite sur place, s'il y a une cuisine pédagogique, par exemple, aussi c'est possible. Ça peut être le reste de repas des élèves, les restes de repas aussi du personnel. Bien sûr, les restes de goûter, si vous mettez en place des goûters végétaux, ou même des goûters avec du végétal et aussi d'autres déchets, ce qui permettrait par exemple de faire un petit jeu sur le tri, sur lesquels vont en compost ou pas. Ça peut aussi être, ce qui se passe dans certaines écoles, des restes des élèves qui ramènent de chez eux des déchets, ou donc des parents qui pourraient ramener directement sur place. Voilà, c'est des gestions à mettre en place, ça dépend des écoles, des fois c'est pratique, des fois ça ne l'est pas. C'est à mettre en place sur la durée, et ça dépend aussi de la mentalité des parents, s'ils sont déjà sensibilisés à ce sujet-là ou pas. Mais il y a énormément de possibilités, ça peut venir de plusieurs sources différentes. Le mieux, c'est d'avoir quand même plusieurs sources pour être sûr d'avoir un apport assez régulier dans les sites de compost. Et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, effectivement, je ne l'ai pas noté, mais en fait, il y a presque tout qui peut se composter. Donc, les restes de préparation, les restes de repas, etc., c'est un exemple. C'est-à-dire que les seules choses qu'on va éviter de composter, c'est, alors bien évidemment, toutes les choses qui ne sont pas organiques. Donc, le plastique, tous les types de plastique, même le plastique biodégradable. Voilà, tout ce qui ne va pas... tout ce qui n'est pas organique, tout ce qui n'est pas du carton, n'est pas du métal, etc. Mais on va éviter aussi de mettre tout ce qui est très huileux. Donc pour les restes de repas, c'est peut-être la chose pour laquelle il faut faire un peu attention. Donc les restes de sauces très grasses, les sauces vinaigrettes, etc., qui sont très grasses, tout ça on va éviter. De manière générale, ce qu'on dit dans les animations, c'est que c'est plus facile d'éviter tous les liquides. Comme ça, c'est plus facile à gérer et c'est plus facile à expliquer. Mais ensuite, effectivement, presque toutes les matières organiques se compostent. Donc après, c'est juste à faire en sorte, avec ce que vous avez sur place, d'essayer de faire au maximum pour récupérer les déchets et les mettre dans le site de compostage. Donc, bien sûr, les agrumes se compostent. Ça veut dire que les patates, les restes, bien sûr, de patates, les restes de tomates, etc., tous les fruits, tous les légumes, tout ce qui est végétal, ça se composte, il n'y a aucun problème. Et de toute façon, c'est aussi une expérience. Donc, si jamais vous hésitez, vous pouvez tester des toutes petites quantités avec les élèves au début et vous verrez bien si ça marche ou pas. Et après, vous pourrez aller sur de plus grosses quantités. Si vous avez déjà des questions à ce niveau-là, il ne faut pas hésiter. Sinon, je passe à la matière sèche. Donc, pour la matière sèche, où est-ce qu'on va la prendre? Donc là, ça va plutôt être des déchets de jardin ou des restes qui pourraient venir de la ville. Par exemple, la ville qui pourrait broyer sur place des branches qui vous les laisse sur place ou qui les broie pas très loin dans le quartier. En général, vu que là, l'idée aussi, c'est que vous aurez des cours végétalisés, il y aura assez de déchets sur place, surtout si vous voulez composter
à petite échelle, on va dire, pour faire des composteurs pédagogiques, ou en tout cas pour commencer, c'est plus facile. Et donc, récupérer par exemple les feuilles mortes, les branchages. Si les branches peuvent être broyées, c'est toujours mieux. Le broyat, c'est quand même le meilleur type de matière sèche pour le compost. Ça peut être du foin, ça peut être de la paille, ça peut être des bouts de carton non imprimés, comme le rouleau de PQ, le rouleau de sopalin, des choses comme ça fonctionne très bien. Et donc tout ça, que ça soit pour la matière humide ou pour la matière sèche, on a vu, il faut que ça soit assez équilibré et il faut que ça soit varié. Donc c'est comme l'alimentation, plus c'est varié, mieux c'est. Et donc, pour les types de matière sèche, le mieux c'est d'essayer de garder ce que vous avez sur place, qui est déjà produit sur place, de le garder, de le stocker. Ça peut être dans un autre bac à côté, ça peut être en tas à côté, ça peut être différentes manières de stocker. Et l'idée, c'est de les utiliser dans le compost, mais aussi au jardin. Donc, ça, on verra comment on peut faire ça. Voilà, donc là, il faut garder cette idée d'équilibre. Donc, en matière d'équilibre, gardez en tête que c'est à peu près moitié-moitié. Donc, c'est quand même assez important comme équilibre. Et il faut toujours avoir un stock de matière sèche pour être sûr que, justement, il n'y ait pas de boucherons, de mouches, l'été, de trop de guêpes, trop d'abeilles, etc., qui vont venir chercher l'eau à l'intérieur des aliments humides. Et donc ça, c'est très important pour que ça soit plus équilibré, plus aéré, et permettre à la vie aussi à l'intérieur qui dégrade tout ça de mieux se déplacer, de mieux respirer, donc de mieux dégrader la matière. Bon, je passe à la suite. Alors, pour vous aider, j'irai résumer ça en 3 grandes règles pour garder en tête. Donc, vous avez 3 grandes règles du compostage pour que ça fonctionne bien, pour que ça n'y ait pas d'odeur, encore une fois, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de nuisance et tout ça. Donc l'idée, c'est la première règle, c'est toujours découper les apports. Donc il faut toujours que tout soit coupé en petits morceaux et que les fruits et légumes entiers soient toujours au moins coupés une fois pour laisser des portes d'entrée pour les bactéries qui vont décomposer la matière. Donc toujours découper, que ce soit la matière humide ou la matière sèche. Donc tout ce qu'on y met doit être petit, comme ça c'est très facile à mélanger, ça se dégrade vite et c'est plutôt agréable parce que même visuellement c'est plus facile de gérer son site. Et donc l'idée, c'est de toujours le faire en amont, donc soit pour la matière humide, de voir avec par exemple les cuisines s'ils peuvent donner des choses qui sont déjà un peu découpées, ou de le faire juste avant de mettre dans le compost, mais c'est plus facile de le faire en amont. Et pour la matière sèche, pareil, d'essayer de voir avec la personne qui gère la récupération de la matière, que ça soit assez découpé pour que ça soit mis au compost. Donc dans l'idée, les branches, par exemple, il ne faut pas qu'elles soient trop longues, donc 10 cm maximum, pas trop épaisses non plus, pour que ça puisse quand même se dégrader facilement. L'idée, c'est que voilà, on reproduit un geste qui existe déjà dans la nature, mais dans la nature, ça se fait sur des très grands espaces, très étalés, et sur donc des durées beaucoup plus longues. Et donc là, vu que c'est compacté dans un bac, l'idée, c'est qu'on a besoin de venir, avoir quelques règles en tête pour que ça se passe bien, et c'est plus rapide. Donc plus on découpe, plus c'est rapide, plus quelque chose est gros et dur de toute façon, plus ça va mettre du temps à se décomposer. Donc ça, voilà, comme j'écris, on le fait à chaque fois. Pour l'équilibre, j'ai expliqué, il faut rajouter de la matière sèche ou de la matière structurante aussi, comme on l'appelle, parce qu'elle vient structurer, vu qu'elle est dure, elle vient structurer le compost et rajouter de l'air, ce qui est très important. Et donc ça, il faut aussi le faire à chaque fois pour vous éviter d'avoir des entre-deux avec des odeurs, etc. À chaque apport, chaque fois que vous ou les élèves ou voilà, la personne qui sera en charge de ça rajoute des apports, à chaque fois on rajoute aussi de la matière structurante par-dessus. Donc gardez en tête à peu près moitié-moitié, ça peut être un peu moins de matière sèche. Donc voilà, avec un seau, vous jaugez facilement la quantité, tout de suite vous rajoutez. Et la dernière règle à bien suivre, c'est de mélanger et de brasser. Donc pourquoi j'utilise 2 termes? C'est parce que mélanger, c'est plus à chaque fois qu'on va le faire. Donc c'est mélanger en surface avec un petit outil, une griffe de jardin. On mélange rapidement sur les 10-15 premiers centimètres. Et ensuite, on va venir brasser vraiment plus avec une fourche bêche, tous les 2 mois, tous les mois, quand on peut, quand on a le temps, mais régulièrement pour voilà, rapporter beaucoup d'air, activer vraiment le processus. Il y a besoin d'apport d'air, comme j'ai dit, dans le composteur pour que la vie s'y développe bien et puisse dégrader tout ça rapidement. Donc, toujours penser à chaque fois qu'on va à son site, on dépose les apports, coupés, on dépose la matière sèche, on mélange, et ensuite on voit
si on peut tous les mois ou tous les 2 mois venir brasser avec une fourche. Ça, c'est pour les aspects plus techniques, c'est parfait. Alors, j'avais aussi mis une slide sur le vermicompostage parce que c'est aussi une solution qui est intéressante pour les écoles, surtout pour les crèches, pour les plus petits. Si, par exemple, il n'y a pas assez de place pour mettre en place un site de compostage, s'il n'y a pas vraiment d'espace vert, etc. Ou si on veut vraiment que les enfants soient très proches, plus en contact avec l'outil pédagogique que ça représente, donc qu'il y ait plus de temps disponible pour aller voir les insectes, les vers à l'intérieur, ça peut être une bonne solution. Donc le vermicompostage, voilà, j'explique pas dans les détails, mais globalement, vous avez une image qui explique bien à côté, où l'idée, c'est d'avoir un bac, donc une sorte de bac, ça peut être plusieurs types, que ce soit rond, carré, grand, petit, il y a vraiment de tout qui existe. Et c'est hermétique, donc il n'y a pas de montée en température, il n'y a pas de contact avec le sol, ça se fait à froid, et on essaye de respecter le menu des vers, et donc on met que des choses que les vers digèrent bien, on va dire. Donc ça veut dire que cette fois, on va éviter de mettre des oignons, de l'ail, des restes de repas, des restes de viande, de poisson, etc. Mais c'est globalement à peu près le même principe, ou suivre les mêmes règles. Et l'idée, c'est qu'avec certains étages, comme on voit sur l'image, au fur et à mesure, les vers ramènent vers le bas la matière et on peut récupérer du compost en dessous, à la fin, qui est aussi de très bonne qualité. Et c'est quand même un outil qui est assez intéressant pour l'observation des vers, pour les petits qui vraiment adorent ça. Et ça a été déjà mis en place, par exemple, dans la crèche Le Petit Bois Carotte en 2019 par la Maison du Compost. Voilà, pour les crèches, on a aussi pas mal de demandes. C'est des choses qui sont assez intéressantes. Et c'est une bonne solution de traitement des déchets quand on ne peut pas ou qu'il n'y a pas forcément la volonté en interne de gérer un site de compostage. Encore un aspect technique, comment on utilise le compost. Déjà, comment est-ce qu'on sait qu'il est mûr? Globalement, du compost à partir du dernier déchet déposé dans votre bac, ce qui est à l'intérieur, ça mettra 6 à 8 mois à être mûr, donc à pouvoir être réparti sur le sol. On peut bien sûr utiliser du compost qui est demi-mûr, on n'est pas obligé d'attendre que le compost soit mûr, mais pour vous donner des ordres d'idées, c'est à peu près ça. Et l'idée, c'est qu'il peut être utilisé toute l'année, si vous en avez toute l'année, ou 2 fois par an, c'est bien au printemps et à l'automne, si vous n'en avez que 2 fois par an. Ça peut être utilisé pour amender les sols, dans le potager, pour les plantations, pour les plantes d'intérieur, voilà, sur tous les sols, c'est toujours utile. L'idée, c'est d'en mettre maximum une couche de 1 cm qu'on va ensuite mélanger en surface avec le dessous, donc en griffant, en mélangeant un petit peu avec la terre de surface. Et ensuite, il faut toujours penser à pailler, donc on reviendra après à la gestion des dévers, mais c'est très important de pouvoir protéger le compost pour garder en fait ces aspects intéressants pour le sol qui sont par exemple de garder l'humidité, d'éviter trop d'évaporation de l'eau, d'éviter que le sol se réchauffe trop quand il fait très chaud, ou qu'il se refroidisse trop quand il fait trop froid. Et donc si le compost est protégé, c'est quand même une durée qui est plus longue pour tous les aspects intéressants du compost pour le sol. Et donc voilà, c'est très important, toujours pailler avec ce que vous avez bien sûr de disponible comme déchets du jardin dans votre espace, mais toujours protéger le compost. Et donc vous avez des petites photos sur le côté qui vous donnent à peu près une idée de à quoi ça peut ressembler à peu près au début quand ça commence à être un peu décomposé et vers la fin quand c'est vraiment bien décomposé. Donc là c'est plutôt un compost qui est tamisé, donc vous aurez aussi des grosses choses qui vont peut-être rester à la fin, des morceaux de bois, etc. Mais c'est tout à fait normal et vous pouvez choisir de le tamiser si vous voulez pour le côté esthétique ou pas, c'est vraiment un choix. Alors donc, la gestion d'un site. Comment on gère un site de compostage? Qu'est-ce qui est important de garder en tête? Eh bien, la gestion d'un site, c'est un travail d'équipe. Donc, c'est pas juste une personne qui va se charger de gérer le site, de brasser, comme on a vu, de faire attention à ce que tout soit coupé, à ce qu'il y ait les bons apports, etc. Bon, si c'est une personne, ça va être quand même un peu trop de temps et de charge pour une seule personne. Et si cette personne n'est pas là, ou part, ou est malade, etc., il n'y a plus personne pour s'occuper du site. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe dont l'idée, c'est que ça soit vraiment un projet de l'école, que ça soit toute l'école qui porte le projet et qu'on essaie de motiver le plus de personnes possible à participer au projet. Donc les professeurs, les élèves, mais ça peut être aussi bien sûr les parents d'élèves et le RTS qui a quand même un rôle important. Donc ça peut être porté par l'école, ça peut être porté par une association de parents d'élèves s'il y en a,
Mais dans l'idée, c'est qu'il y a toujours au moins plusieurs personnes, donc 5-6 personnes dans l'idéal, qui sont un peu une équipe cœur, qui vont vraiment être identifiées pour gérer le site. Donc ça veut dire que cette équipe elle se charge de voir si les apports ont été bien faits, s'il y a besoin de réparer le site ou pas, s'il y a besoin d'ajouter de la matière sèche, si c'est bien équilibré, voilà, juste si ça fonctionne bien. Et ensuite, de faire attention aussi à ce que tout le monde ait les bonnes informations de ce qu'on met dedans, comment on s'en charge. Plus c'est bien expliqué, plus la communication est claire, plus effectivement les personnes qui vont participer et qui vont juste apporter sans gérer le site complètement vont faire les gestes également. Et comme ça, il y aura moins de choses à faire pour les thèmes qui sont identifiés comme l'équipe cœur, qui sont les référents du site de compostage. Donc, j'ai eu aussi des retours de certaines écoles qui m'ont dit effectivement que la place du RTS est essentielle, ce qui souvent est un peu le problème, parce que quand il n'est pas motivé, quand il n'a pas le temps, comment on fait? C'est pour ça que c'est un vrai travail d'équipe, donc il ne faut pas juste qu'il y ait le RTS qui participe, c'est pas juste son boulot à lui, mais ça serait aux classes, aux professeurs, aux élèves et aux parents d'élèves si on peut, de participer, mais le RTS est quand même là, il doit quand même faire partie du projet pour que le site soit plus pérenne dans le temps, et c'est effectivement lui qui gère surtout les espaces verts, qui gère les déchets verts, donc sa présence elle est aussi importante pour pouvoir faciliter la gestion des déchets verts près du site et le stockage de la fameuse matière structurante dont le rôle est très important. Donc il faut garder ça en tête, l'idée c'est quand même de motiver le plus de gens possible. Si la mise en place d'un site prend du temps, c'est pas grave, plus le projet est bien pensé, plus les gens ont eu le temps de bien comprendre ce qu'il s'agissait quand on parle de monter un site de compostage, mieux c'est. Donc le mieux c'est vraiment d'arriver à motiver le plus de monde possible pour que ça soit réparti, pour que les tâches soient réparties. Donc qui fait quoi, qui récupère la matière sèche, qui fait le retournement, qui fait les apports, décider de tout ça pour être sûr que ça soit bien clair et que ça fonctionne bien. Nous, ce qu'on conseille dans notre accompagnement, c'est, et puis c'est ce qui est aussi obligatoire quand c'est un composteur partagé, c'est d'avoir une sorte d'outil de suivi. Donc ça peut être numérique, ça peut être papier, mais l'idée c'est d'avoir un outil où on note ce qui a été fait. Donc tel retournement à telle date, tel apport de matière sèche à telle date, etc. et par qui. Et comme ça, on peut suivre dans le temps vraiment la gestion du site et savoir aussi quand est-ce que le compost va être mature, va être mûr pardon, pour poser sur le sol, vu qu'on sait que ça met à peu près 6 à 8 mois. On se réfère à la date à laquelle il a été mis dans un bac de maturation. Et ensuite, on peut savoir à peu près quand est-ce qu'il sera prêt. Donc ça, c'est très important. C'est jamais une seule personne, c'est toujours une équipe. Et pour vous dire, nous, par exemple, quand on accompagne un site, si on voit qu'effectivement, il y a une seule personne qui porte vraiment le projet à fond, mais qu'elle est toute seule, ça peut être une condition d'abandon du projet, entre guillemets, parce que c'est trop risqué et c'est souvent un investissement pour qu'après, ça s'arrête. Donc l'idée, c'est vraiment que ça soit une équipe. Alors, il y a la question de la gestion des déchets verts, qui est quand même une question importante. Donc les déchets verts, les déchets de jardin, donc tout ce qui va être tombé sur le sol, qui va finir dans le jardin et qu'on va très souvent rassembler, emmener à la déchetterie, ou enfin voilà, mettre dans les remorques, etc. Tout ça, ça peut être géré autrement, ça peut être géré d'une manière plus naturelle. Non seulement pour le jardin, c'est mieux parce que ça favorise la biodiversité, ça nourrit le sol, ça protège le sol, mais ça permet aussi d'économiser beaucoup de temps au jardin. Et ça, bien sûr, ça évite aussi les pollutions qui sont liées au transport, au déplacement et ensuite au traitement des déchets verts par la suite. Donc, il est possible d'utiliser ces déchets verts sur place comme ressources en fait. Donc, c'est pas vraiment des déchets, c'est plus des ressources. Donc, l'idée, c'est d'avoir en tête les différentes techniques. Donc, déjà, il ne faut pas utiliser les mêmes méthodes partout. Donc, l'idée, c'est d'adapter sa méthode de gestion des déchets, les déchets verts, selon l'endroit du jardin dont on a envie de s'occuper. Donc, par exemple, on a la petite photo que je vous ai mise en bas à droite qui donne l'exemple pour un arbre qui a besoin d'être nourri, qui se nourrit en fait lui-même grâce aux feuilles qui tombent en automne sur le sol. Ça peut effectivement être une technique pour garder les feuilles sur place. Non seulement on peut en prendre une partie pour le site de compostage, mais aussi on peut en laisser une partie près de l'arbre, donc au sol. Et quand c'est compliqué parce que les enfants passent à côté, que ça peut créer des problèmes parce que
ça peut être dangereux s'ils glissent, etc. On peut par exemple faire un petit atelier de plissage avec les enfants, ce qui est sur cette photo, où l'idée c'est de faire une sorte de mini haie avec des branches souples qui viennent d'être taillées autour de l'arbre pour justement délimiter l'espace, et on mettrait les feuilles donc à l'intérieur qui se décomposent au fur et à mesure et qui nourrissent le sol à force d'être décomposés avec le temps. Donc ça c'est une des techniques, une des idées, il en existe plein. On peut faire des haies sèches avec les branches qui sont en trop pour pareil délimiter des espaces. C'est aussi des endroits qui favorisent la biodiversité, qui sont des refuges pour les petits animaux. Mais bien sûr, le classique du jardinage au naturel, c'est le paillage. Donc l'idée, c'est avec les feuilles mortes que vous avez, voilà, ça peut être tout type de feuilles mortes, ça peut être des gros branchages, de l'écorce, du broyat, etc. Tout ça peut être utilisé en paillage pour protéger le sol, comme on a vu. Vous avez une petite explication sur le schéma, vous pouvez regarder ça plus en détail avec le replay. Mais l'idée, c'est de protéger le sol grâce au paillage qu'on va mettre dessus. Et ça, c'est une des solutions pour traiter ces déchets verts en interne sans avoir besoin de les exporter. Donc, il y a certaines parties, effectivement, si pour les enfants, ils se déplacent et qu'ils passent un endroit de passage, c'est pas forcément le plus pratique. Donc, on va pas utiliser la même méthode partout, mais aux endroits où les enfants passent moins, ou surtout si vous voulez mettre en place des jardins pédagogiques, voilà, c'est une technique à mettre en place pour cet espace-là en particulier. Et ensuite, on l'a vu, on a besoin de beaucoup de matière sèche quand même pour gérer un site de compostage. Donc, on peut avoir aussi des petits espaces de stockage. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être dans des bacs, ça peut être dans des grilles, enfin tout ce que vous voulez, mais ça peut aussi être juste des tas pour justement favoriser la biodiversité, créer des refuges pour les petits animaux. Et puis, ce tas va peut-être commencer à se décomposer un petit peu en dessous, mais surtout vous laisser le temps d'arriver à gérer son broyage, par exemple, si c'est des branches trop grosses, pour qu'ensuite il soit mis soit donc en paillage ou surtout au composteur. Donc ça, c'est une technique importante. Donc pourquoi il faut essayer de penser à tout ça? Bien sûr, ça réduit les déchets verts. On n'a pas de déchets, au final, c'est des ressources qu'on utilise sur place. Comme j'ai dit, ça diminue les pollutions, mais il y a aussi une meilleure gestion de l'eau. Ça permet de moins avoir besoin d'arroser. Le paillage permet de garder l'humidité dans le sol, et donc on a moins besoin d'arroser. Ça évite bien sûr l'érosion et aussi la prolifération des plantes adventices. Donc plus il y a de paillage, plus le sol est en meilleure santé, par exemple la tonte, plus elle prend de la place, mais moins vous aurez de plantes adventices. Donc le RTS a un rôle quand même assez important dans cette gestion des déchets verts. Donc renseignez-vous, et nous on pourra aussi vous conseiller, ou sur peut-être Éco-Conseil également, mais sur des potentielles formations pour que les RTS soient formés à la gestion des déchets verts d'une manière plus naturelle. Alors, donc, le composteur, on a vu comment ça marche. Car on va passer plus à l'aspect pédagogique, qui est quand même un des aspects les plus intéressants d'avoir un site de compostage à l'école. Donc c'est vrai que peut-être c'est pas forcément le réflexe de tout le monde de penser à l'aspect pédagogique quand on parle de site de compostage, mais en fait c'est quand même un outil qui permet d'aborder une multitude de thèmes. Donc j'en ai mis quelques-uns ici sur la slide. Donc on a effectivement le thème du cycle de la décomposition de la matière, bien sûr, parce qu'on voit, les élèves peuvent voir justement la décomposition de la matière au fur et à mesure des mois qui passent, et la transformation d'un aliment, d'un déchet frais, on va dire, à justement du compost, et l'utilisation ensuite au jardin, et potentiellement des plantes qui poussent, etc. Et ce cycle-là est très intéressant à comprendre et permet aussi d'aborder plein de sujets annexes. Bien sûr, ça permet aussi de parler du sujet crucial des sols, hein. Comment se crée un sol, comment fonctionnent les sols, qu'est-ce que c'est un sol. Ça permet aussi de parler de ça parce qu'effectivement, le compost mûr, en tout cas, est une matière qui est très stable et qui ressemble beaucoup à l'humus qu'on retrouve dans la forêt. Et en fait, on reproduit le système de dégradation de la matière qui existe dans la nature. Donc, on peut se baser sur ce composteur-là, qui serait dans la cour de l'école, pour montrer un peu à quoi ressemble la première couche du sol. Bien sûr, on peut parler comme ça de biodiversité, donc dans les sols, comme je l'ai dit, ou dans le jardin aussi, parce que le but, c'est quand même de faire le lien à chaque fois entre le compost et le jardin.
C'est pour ça qu'on fait ce webinaire pour faire le lien avec le compost, avec la mise en place d'un jardin. Et puis, ce que les élèves adorent, ce qu'ils préfèrent par-dessus tout, c'est l'observation des insectes, des animaux. Ça, c'est vraiment très intéressant parce que l'avantage du composteur, c'est que c'est vraiment un hôtel-restaurant qu'on met dans son jardin. Donc, tous les insectes, tous les animaux intéressés par les végétaux en dégradation, qui se dégradent vont aller les chercher, vont aller se retrouver par milliers dans le composteur. Et donc, c'est très facile comme ça de pouvoir observer des insectes et des animaux. Il suffit de creuser un peu, il y en a plein. Si par exemple on a un vermicomposteur, comme on l'a vu au début, ça peut être aussi une manière très facile d'observer des vers au travail. Après, bien sûr, il y a d'autres thèmes très intéressants. Le tri des déchets, c'est quand même un thème qui est très important, qui revient souvent dans les écoles. C'est quand même important de sensibiliser les enfants à ce sujet-là. Bien, les déchets, on a aussi des déchets alimentaires. Donc ces déchets alimentaires, qu'est-ce qu'ils deviennent? Où est-ce qu'ils vont? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et donc faire le lien avec le compostage et pourquoi composter, etc. C'est important de comprendre que c'est aussi une autre catégorie de déchets. Et aussi un sujet très important, le gaspillage alimentaire, parce qu'effectivement, on va mettre les déchets dans le composteur, on va les voir se transformer, mais il y a la question avant des déchets qu'on va déposer, d'où ils viennent, pourquoi il y en a, pourquoi on a des déchets, pourquoi on n'en a pas moins. Voilà, et ça permet de travailler aussi à la cantine en amont. Donc, dans beaucoup d'écoles qui mettent en place un site de compostage dans leurs cours, il y a tout un travail aussi qui est fait sur le gaspillage alimentaire, ou en tout cas sur la récupération des déchets à la cantine, qui permet vachement de sensibiliser les enfants à ces questions-là. Donc voilà, on a un petit aperçu, mais vraiment c'est très intéressant et ça permet de rajouter en plus du jardin un outil pédagogique très complet. Et tout de suite, on peut imaginer plein de choses. Alors, il y a aussi, bien sûr, les élèves, parce qu'on parle d'école, donc il y a des élèves, évidemment, et il faut qu'ils fassent partie du projet. Ça dépend de leur âge, ça dépend de leurs compétences, bien sûr, mais l'idée, c'est vraiment de les mêler au projet depuis le début, pour que ça puisse les responsabiliser, ça les sensibilise, mais ça les responsabilise aussi. C'est un peu leur projet. Il y a des écoles, par exemple, comme l'école Ampère que je présente à la fin, qui a plusieurs bacs qui sont gérés chacun par une classe. Et donc chaque classe gère vraiment son bac. Et donc ça les responsabilise beaucoup et ça les sensibilise à la gestion de leurs déchets, qu'est-ce que deviennent leurs déchets et comment il faut s'en occuper, etc. Et donc selon l'âge des élèves, ça peut vraiment être une partie qui est déléguée aux élèves. Ça peut être, voilà, comme j'ai noté, par exemple, des nouveaux métiers dans la classe. Donc, telle élève qui va être chargée de récupérer certains apports, des goûters ou autres, qui va trier, d'autres qui vont être chargés de mélanger un peu, de regarder si c'est pas trop humide. Voilà, il y a plein de choses à faire et les enfants, ils attendent que ça, que de participer à tout ce projet-là et d'être plus responsables. C'est quand même un projet qui est assez facile à déléguer aux enfants parce que, à part quelques outils où du coup on va faire attention à ce qu'il y ait un adulte qui soit à côté, c'est quelque chose qui est quand même très facile pour les enfants. C'est dans la cour, c'est sur place, c'est accessible et on a fait des animations avant, donc ils comprennent et c'est beaucoup d'observation. Donc eux, ils ont un rôle très important et il faut aussi s'appuyer sur les élèves. C'est un des participants, on va dire, un des rôles participants très importants. Et donc, n'hésitez pas à avoir cet aspect-là aussi de responsabilisation des élèves dans ce projet-là. Donc, on a vu toute cette partie pédagogique quand même assez intéressante. Et donc, la Maison du Compost, on est une association qui est spécialisée dans les questions de compostage et on propose un accompagnement. Je vais vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Donc, l'association est financée par l'Eurométropole. Donc, on a une convention avec l'Eurométropole de Strasbourg qui nous permet de proposer gratuitement des accompagnements aux sites de compostage pour les accompagner jusqu'à la pérennisation des sites. Et donc, il y a plusieurs étapes, donc j'en ai noté pas mal ici. Ça reprend globalement l'accompagnement, mais à chaque fois, c'est ça qui est super, c'est que c'est un accompagnement qui est quand même sur mesure, qui correspond à chaque fois au projet. Donc ça va être différent, par exemple pour une école, que pour une copropriété ou un site en place publique. Donc on accompagne tous les types de sites sur l'Eurométropole. Et donc pour les écoles, c'est la même chose. Donc
en quoi ça consiste? Tout simplement, après avoir échangé sur vos projets, vos envies, etc., on va venir voir sur place, donc avec une visite, pour voir où on peut placer les bacs, comment le projet peut se passer, comment on gère les déchets verts, etc., si le jardin, il y a des choses qui sont déjà mises en place ou pas, s'il y a déjà des projets, etc. On va vous aider à acheter les bacs qui sont subventionnés par la ville, donc même pour les écoles, ça fonctionne aussi. Vous pouvez donc sur facture être remboursé pour l'achat de 3 bacs, des bacs qui ressemblent à peu près, si vous voulez, la plus grande taille à ceux qui sont sur la photo. Mais il y a des plus petites tailles aussi, il y a des tailles qui sont adaptées aux enfants, il y en a qui sont super, qui ont une vitre transparente qui permettent aux enfants de voir à l'intérieur des bacs ce qui se passe. Et donc ces bacs-là, nous, on se charge de faire les devis et on vous accompagne dans ces démarches-là. Et quand les bacs sont arrivés, ou si vous avez déjà des bacs sur place, très bien, on peut venir pour faire des petites réunions d'information pour le plus de monde possible, juste pour expliquer, parler avec les acteurs qui font partie du projet, de quoi il en retourne, qu'est-ce qui va se passer, comment ça marche le compost, juste voilà, casser quelques idées reçues, essayer de sensibiliser le plus de monde là-dessus. Ça peut être sensibiliser le personnel, ça peut être aussi sensibiliser les parents d'élèves s'ils ne sont pas trop sensibilisés à ces questions-là. Voilà, ça peut être une petite événement, une petite animation à cette occasion-là. Et on vient aussi former, donc on est compétent pour former des personnes référentes. Donc comme j'ai dit, on a besoin d'une petite équipe cœur au centre de ce projet-là, qui gère le site. Et cette équipe, nous, on la forme, donc c'est des formations de 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, selon le temps que vous avez, pour après aussi faire un peu de pratique, vous montrer à quoi ça peut ressembler un site en fonctionnement. Donc cette formation qui est très importante, où on essaye de former l'équipe cœur qui est la plus étoffée, on va dire, possible. Après, donc, le site est inauguré, le site commence à être utilisé, et on peut venir à ce moment-là, pardon, on peut venir à ce moment-là, on peut venir lors du premier retournement, donc lorsqu'on vide le premier bac, pour ensuite le mettre au repos, on va dire, pour qu'il se repose dans un autre bac qu'il mature pendant 6 à 8 mois. On vient à ce moment-là, on aura le temps de parler de tout ça bien sûr avant. On vient, pourquoi pas aussi, à la première récupération de compost, pour voir si le compost que vous avez fait, il est correct, si ça fonctionne bien, si vous avez eu des soucis, etc. Et tout au long, on vous conseille, on continue à former, on répond aux questionnements, etc. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner jusqu'à ce que le site fonctionne et qu'on n'ait plus besoin de venir et que ça soit pérenne. Et on peut bien sûr revenir même plus tard s'il y a d'autres soucis. Mon collègue qui est en charge de l'accompagnement essaie de venir faire une visite de suivi de tous les sites, à peu près tous les ans, même si c'est des sites qui sont en place depuis 2015 ou plus tôt, pour voilà, voir comment ça se passe, si tout fonctionne bien depuis le début. Et dans cet accompagnement-là, on peut aussi proposer des animations. Donc moi, je suis chargée d'animation, donc le but, c'est aussi de venir dans les écoles pour sensibiliser les élèves, faire des petites animations sur le gaspillage alimentaire, sur le compost, sur la vie du sol, le jardinage naturel, etc. Et c'est en moyenne 1 heure, mais c'est vraiment sur mesure. Ça peut être plus long, ça peut être une demi-journée. Ça dépend vraiment de la volonté des professeurs, de la disponibilité dans l'école, des élèves, etc. Et ça, donc, on en fait à peu près voilà, 15-20 par an. Ça dépend, on a beaucoup de demandes pour les écoles, mais il y a aussi des demandes pour les crèches parfois. Voilà, l'idée, c'est toujours de venir, d'essayer de sensibiliser les enfants, voir où ils en sont et les amener un peu plus loin sur le compost, sur surtout les insectes et les petites bêtes du sol. Hein, c'est vraiment le point d'entrée pour les enfants. Et pourquoi pas, pour les plus grands, donc s'il y a déjà un site dans l'école, voir comment ça marche, comment ça fonctionne un site, et comment on peut faire pour le gérer, pour peut-être le remettre en route, ou voilà, rapporter des choses pour qu'eux puissent participer aussi à cette gestion-là. Bon, l'idée, voilà, c'est que dans cet accompagnement-là, là, je vous donne un aperçu, même pour tout ce qui concerne le compostage, c'est un aperçu, mais bien sûr, quand on accompagne les écoles, on en rediscute, on reforme, on revient discuter de tout ça. Donc, si c'est pas clair, c'est bien sûr normal, parce que c'est quand même un sujet assez complexe aussi parfois. Et l'idée, c'est que après, vous pouvez nous recontacter et on voit ça ensemble plus dans les détails. Donc, dans ces témoignages, je vais vous montrer l'expérience de 3 écoles, dont la première est l'école Guilmer 2, donc l'école élémentaire,
Et donc Edwige Teibel, qui est une des professeurs à cette école qui participe à ce projet-là, est en ligne. Donc si tu es toujours disponible, tu peux nous en dire quelques mots. Bonsoir à toutes. Oui, alors moi je suis enseignante à l'école Guilmer 2. C'est ma 3e année et c'est vrai que j'avais remarqué que dans notre école, on avait 3 bacs de compost qui étaient, parfaitement inutilisés. Je ne sais pas si vous situez l'école, mais elle est dans un quartier, elle est dans le quartier du Neuhof, où la gestion des déchets, c'est clairement une problématique et c'est une problématique qu'on a soulevée au sein de l'école, voilà, de façon générale. En plus de tous les autres, aspects qui sont intéressants, par rapport au compost, donc je m'étais dit que ce serait sympa de lancer ce projet-là, mais effectivement pas toute seule parce que c'est beaucoup de travail. Nous, on n'a pas la chance, enfin, le concierge pour moi, on veut pas forcément s'impliquer, donc on va essayer de le faire, voilà, porter avec les enseignants. Mais l'idée, donc là, on est au tout début, hein, je précise, c'est vraiment que ce soit les élèves qui portent le projet du compost, que ce soit les amener à communiquer sur le compost. Par exemple, on a des CM1, CM2 dans les attendus, en production d'écrit, par exemple, on peut leur demander de faire des affiches. Donc l'idée, ce serait de communiquer auprès des parents sur le compost, sur ce qu'est le compost, sur les sites de compostage qui sont à proximité. Mais aussi, au cycle 3, on a aussi la possibilité de travailler sur le compost en tant que tel, en tant que notion, en fait, en sciences. Voilà, donc la mise en place du compost, là, elle commence tout juste. On aimerait bien donc, oui, que les élèves, s'occupent eux-mêmes du compost et que vous dire de plus? Bah, on va voir, si ça va fonctionner. Après, comme c'est je ne sais pas exactement comment chaque enseignant voit, le travail, au niveau du compost, mais c'est vrai que nous, on est une école, une petite école, ça peut faire un petit peu peur, en fait, de mettre en place un site de compostage. Nous, le choix, pour le moment, c'est vraiment un site de compostage au sein de l'école, c'est-à-dire que les enfants, ils ont encore le droit d'avoir un goûter, donc c'est vraiment de recycler uniquement les déchets qui sont produits à l'intérieur de l'école, mais pas forcément la cantine, puisque pour ça, il faudra avoir l'appui du concierge finalement. Sans ça, on n'a pas forcément le lien qui est possible. Et en fonction de la taille des bacs, on peut pas le faire. Donc cette année, on démarre petit, histoire que les élèves aient les clés en main pour pouvoir faire fonctionner le compost. Et puis après, au fur et à mesure, comme on a un jardin, on va aussi avoir la végétalisation de la cour. Ce serait de réinvestir ce compost et d'année en année un petit peu étoffer le projet. Donc cette année, on a eu un financement de la cité éducative pour acheter du matériel. Les années d'après, ce serait peut-être d'avoir du financement pour étoffer notre jardin. Pourquoi pas avoir un plus grand site de compost, etc. Mais c'est vraiment d'aller petit à petit. J'ai vu une question passer, est-ce qu'on a un compost transparent? Malheureusement, non, puisque ce compost, alors, il était déjà là avant que je vienne. Il y a déjà eu des tentatives apparemment de mise en place de compost qui n'ont pas fonctionné. Nous, on va espérer que ça fonctionne. Après, il est vraiment petit. Il faut savoir que Guilmer, donc il y a Guilmer 2, Guilmer 1. Le compost, c'est des petits bacs. Mais bon, l'idée, c'est que si ça fonctionne bien, si on arrive à pérenniser voilà, le compost sur des années et des années, à faire vraiment entrer l'équipe là-dedans, ce serait d'avoir d'autres bacs de compost, puisque ce ne serait pas suffisant en fait, pour traiter tous les déchets, tous les biodéchets en fait, à l'intérieur de l'école. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou si j'ai été claire. Ouais, non, merci Edwige, c'était très clair. Et c'est vrai que souvent, je reprécise aussi, c'est vrai que souvent c'est un peu la peur de c'est un peu gros, tout de suite c'est un site de compostage, on gère les déchets. Mais c'est comme tu as dit, effectivement, le but c'est vraiment de commencer vraiment, à la hauteur qu'on souhaite. Donc ça, on peut commencer vraiment tout petit, avec vraiment des petits bacs, comme c'est le cas à l'école Guilmer, où vraiment c'est une petite quantité. Les élèves ils sont aussi petits physiquement, donc comme ça ils peuvent aller voir très facilement dans les bacs. Et après, c'est au fur et à mesure, selon l'année, les années qui passent, voir comment déjà juste un petit bac, on sait gérer. Parce que des fois, on peut trouver des gros problèmes de communication et donc on sait très bien que
pas tout de suite, ou en tout cas peut-être pas, ça va marcher, ça va pas fonctionner à plus grande échelle. Ou alors, justement, ça marche très bien et tout de suite c'est plus facile et les parents sont intéressés et on peut engager plus de gens. Voilà, c'est vraiment aussi tester au tout début pour après voir si ça peut être mis en place à plus grande échelle. Et je rebondis juste là-dessus parce que moi, j'étais à l'école Ampère aussi. Alors, le compost que tu vas présenter, c'est uniquement à la maternelle, hein, ils ne le font pas à l'élémentaire. À l'école Ampère, par exemple, les parents viennent déposer les seaux. Nous, dans un premier temps, ce ne sera pas le cas, mais effectivement, l'idée, c'est quand même, de créer une habitude, sur le quartier, enfin, l'école, c'est quand même un moyen enfin, on va dire, un endroit où les gens se réunissent, où des gens qui ne se côtoient pas ou se réunissent, se retrouvent et c'est là aussi où on peut créer des habitudes, un peu plus importantes et un peu plus intéressantes, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment de développer, mais petit à petit, là, vraiment, on est sur l'idée d'un compost purement pédagogique, qui soit légèrement fonctionnel pour que l'année d'après, on puisse, développer, voir comment ça se passe, développer, que les enfants puissent, prendre le projet à bras le corps, quoi. Et voilà, c'est pour ça que cet exemple, c'était intéressant. Merci Edwige du coup pour ton intervention. Et on va parler effectivement de l'école Ampère juste après. Et l'idée, c'est de... nous, on accompagne au tout début et on peut accompagner tout le long. Vraiment, ça peut être très petit au début pour aller au rythme de chacun et chacune. Dans les écoles, c'est souvent toute une gestion, quelque chose qui est assez compliqué, toute une communication à mettre en place, une gestion à tous les niveaux. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à voir très petit et puis petit à petit, avec le temps, prendre le temps de faire bien les choses pour, comme tu as dit Edwige, donc exactement c'est ça, de transformer cette chose en une habitude, que ça soit vraiment un projet de l'école et que ça devienne normal et que les parents savent très bien qu'il y a un projet de compost à l'école et que c'est comme ça, on trie les déchets recyclables, et bien très bien, on fait du compost et c'est tout à fait une pratique normale. Et donc effectivement, l'école Ampère, je vais en parler. Donc on a quelques photos ici. Effectivement, c'est le tout petit bac que l'école Ampère a mis en place. Donc j'ai pu parler au RTS, qui est donc lui dans cette école très motivé, qui est très engagé. Et c'est à son initiative que ça a été mis en place. Donc lui, il avait même pensé le projet depuis 2002. Et ça a été vraiment mis en place en 2018 avec la labellisation E3D. Et donc, comment ça se passe? Donc déjà, on voit sur les photos, il y a plein de petits bacs. Donc, il y en a 2 rangées. Et on a même, donc si vous voyez sur la photo, un poulailler derrière. Donc, ils ont aussi des poules. Et donc, comment ça se passe? Chaque classe, donc il y en a 3 classes maternelles, et il peut y avoir quelques classes élémentaires qui viennent aussi, mais c'est surtout les classes maternelles, qui vont gérer leur propre bac. Donc, elles gèrent leur bac, elles gèrent ce qu'elles mettent dedans, etc. Et ensuite, le RTS va venir voir s'il y a les bons apports, voilà, de temps en temps, juste pour voir si c'est tout bon, enlever les erreurs. Et va venir rajouter de la matière sèche s'il y a besoin, faire de l'équilibre entre ces 2 matières s'il y a besoin. Et c'est lui qui va être chargé de mélanger, de brasser vraiment les composteurs et de faire les vidanges, donc de transférer d'un petit bac à l'autre pour que le compost se repose. Et donc, bien sûr, c'est lui qui est chargé des espaces verts, donc il va récupérer les déchets verts dans le jardin et les stocker selon les besoins. Donc, il les stocke aussi dans les petits bacs. C'est pour ça qu'il y en a plein. Et donc, vraiment, s'ils sont très petits, c'est très pratique pour les maternelles, c'est vraiment à leur hauteur. Donc, il y a vraiment toutes les tailles de bacs qui existent et aussi ce fameux bac avec la porte transparente. Mais les petits bacs comme ça, c'est très pratique pour les petits. Donc, d'où viennent les biodéchets? Les biodéchets viennent des restes de goûters végétaux des enfants. Et donc, comme l'a dit Edwige, ils viennent aussi des enfants qui les ramènent de chez eux ou des parents qui les ramènent de chez eux. Donc, en gros, c'est pas tous les enfants tout le temps, mais il y a de 4 à 6 seaux par classe qui tournent. Et donc, les enfants en ramènent comme ça petit à petit. Donc, c'est pas tous les enfants d'un coup. Et c'est à peu près des seaux de 3 litres. Donc, il y a quand même une bonne quantité qui est amenée sur les sites. Et c'est 3 à 6 seaux par semaine, pour vous donner un peu une idée de quantité. Et donc ça tourne. Donc c'est un fonctionnement assez pratique parce que c'est pas une trop grosse quantité à gérer, mais tous les enfants finissent par participer. Et donc au niveau de la matière sèche, donc comme j'ai dit, c'est des feuilles du jardin, c'est des branches, c'est aussi du broyat. L'avantage dans ce cas-là, c'est aussi assez rare, c'est qu'ils ont un broyeur sur place.
Donc je ne sais pas si le broyeur appartient à l'école ou appartient au RTS, mais en tout cas il y a un broyeur sur place qui permet de broyer les branches, ce qui permet d'avoir une bonne qualité de matière sèche pour les composteurs. Et ces fameuses poules, donc elles vont manger plutôt les restes de repas. Donc là aussi, c'est les élèves qui s'en chargent. Donc chaque classe va être missionnée par jour pour aller récupérer les déchets, les restes de repas de la cuisine et après les amener aux poules. Et il m'a dit c'est à peu près un seau de 2-3 litres par semaine, je crois. Et donc, en parlant avec le RTS, je lui ai demandé effectivement combien de temps ça lui prenait, tout ça, parce qu'on peut se dire que ça prend beaucoup de temps. Et en fait, j'ai même surestimé le chiffre. Lui, il m'a dit que ça lui prenait 1h30 à 2 heures par mois. Donc en fait, c'est vraiment pas beaucoup. C'est-à-dire que c'est la mise en place qui peut être un peu lourde au début, mais une fois que c'est mis en place et que ça tourne, c'est assez facile. Et quand on est formé et qu'on a l'habitude de le faire, c'est pratique et c'est assez rapide. Donc j'ai même haussé le chiffre parce que je me suis dit qu'il y a plein de moments aussi qui ne comptabilisent pas forcément parce que ça l'intéresse. Mais donc je dirais plutôt environ 3 heures par mois. Donc pour le RTS par site, sachant que lui, il passe quand même beaucoup de temps sur le site. Donc ça veut dire que même si la place du RTS elle est quand même essentielle dans la gestion d'un site où il a besoin quand même d'être là à certaines fois ou au moins qu'il soit bien au courant de certaines choses, certaines règles à respecter, il peut être quand même beaucoup moins investi si les professeurs, les élèves sont beaucoup investis à côté ou les parents d'élèves et que ça pourrait quand même très bien marcher parce qu'on a vu, il n'y a pas besoin non plus d'avoir un nombre d'heures infini par mois sur ce projet. Donc c'est quand même une possibilité. Même si le RTS n'est pas complètement à fond dans le projet, ça ne veut pas dire que le projet ne peut pas avoir lieu. Ça veut juste dire que pour la pérennisation, de toute façon, il va falloir le mêler à ce projet-là. Mais c'est surtout l'équipe générale et vraiment la quantité de personnes dans cette équipe cœur qui va gérer le compost qui compte. Et par exemple, il m'a aussi précisé quelque chose qui est intéressant, c'est que pour les périodes où il y a moins de choses qui se passent, où l'école est fermée par exemple, donc comme en août ou en décembre, à l'école Ampère, ils se sont arrangés pour que ça soit le centre des loisirs qui prenne le relais. Donc voilà, il y a une gestion qui est faite comme ça, au moins juste pour que ça continue à tourner. Sachant que s'il y a des pauses, comme on a vu, hein, ça met 6 à 8 mois à maturer. Donc si on décide de laisser maturer le compost pendant que l'école est fermée, eh bien ça pose pas de souci. Ça peut aussi juste attendre un peu et se reposer en attendant la rentrée ou en attendant le retour des vacances. C'est-à-dire que sur cette école-là, donc l'école Ampère, les élèves, donc c'est quand même des petits, c'est des maternelles, mais les professeurs sont assez investis. Mais ça fait partie aussi du cours normal de la classe. Mais le RTS m'a quand même précisé qu'il passait, que c'était vraiment lui qui gérait beaucoup le projet. Donc je crois qu'il m'a dit à 80% du temps, c'est vraiment lui qui est là-dessus. Donc ça voudrait dire que il pourrait passer peut-être même un peu plus par mois s'il gérait à 100% un projet. Mais si derrière, il y a des élèves qui sont investis, surtout s'ils sont plus grands, c'est plus facile, et des professeurs, eh bien, on arrive quand même à trouver un certain équilibre entre la répartition des tâches entre les différentes personnes. Donc ça peut être possible. La dernière école que je voulais vous présenter, c'est l'école élémentaire Camille Hirtz, qui est basée à Cronenbourg. Et donc c'est une école qui a mené un projet assez intéressant. Donc l'école avait déjà, comme on voit sur la photo du bas, des petits espaces verts avec des petits bacs de plantation. Donc si l'école a un projet de végétalisation, la volonté était quand même de mettre en place des bacs avant la végétalisation de la cour parce qu'il y avait déjà des plantations de fait. Donc on a accompagné ce projet dès janvier 2023. Donc là c'est la cour à peu près à quoi elle ressemble encore aujourd'hui. Et en fait, pourquoi les bacs ont été mis en place si tôt? C'est justement parce qu'ils rentraient dans le cadre d'un projet que l'école a mené qui s'appelle Mes Beaux Déchets. Et ça a été mené donc, avec l'association de quartier qui est l'Accrociation et des artistes locaux. Donc il y a eu un partenariat qui a été fait avec Ikion Park, qui est un plasticien qui habite dans le quartier, et Lucie de l'association, l'entreprise La Pigmentière, qui est aussi dans le quartier, donc tout au niveau local. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce projet? En fait, l'idée, c'était d'avoir des choses qui remontent des enfants, des histoires qui remontent des enfants, sur une histoire dans le quartier, des insectes et du compost, des animaux du compost,
Et donc les enfants ont créé des histoires, ont créé des personnages, et donc le plasticien Ricky Hon Park a pu fabriquer des petits animaux en bois qui ont ensuite été peints par les enfants grâce à la pigmentière qui a créé de la peinture végétale avec les enfants. Donc il y a eu plusieurs ateliers, c'était sur une durée assez longue. Et l'idée, c'était justement que ces petits animaux en bois soient fixés sur les bacs dans le quartier de Cronenbourg. Donc, dans le quartier de Cronenbourg, il y a 5 sites en comptant le site de l'école. Et l'idée, c'est que c'était sur les 5 sites de faire une sorte d'histoire à lire en se baladant dans le quartier et en allant voir tous les sites de compostage. Donc c'est un très beau projet, les enfants ont adoré, et il y a eu beaucoup de pièces de fête et de peintres et qui sont encore là aujourd'hui, que vous pouvez aller voir si jamais vous passez dans le quartier. Et donc l'idée, c'était de déjà monter le site de compostage pour que ça fasse partie de ce projet-là et que ça soit déjà mis en place dans l'école. Et c'est effectivement une école où aussi les professeurs sont quand même assez intéressés. Le périscolaire est aussi investi, le RTS est aussi investi, et surtout le directeur qui a mis en place tout le projet, qui est très intéressé par tout ça. Et donc là, la formation référent va avoir lieu bientôt, mais l'idée, c'est que voilà, la volonté est présente, et il y a eu tout plein de projets faits avec l'association de quartier et d'autres associations. Et donc, il y a vraiment cette volonté de faire du compostage, d'utiliser le compost en tant qu'outil pédagogique, là pour le projet, mais aussi bien sûr dans le futur pour toutes les animations qu'on peut faire autour du compost. Donc malheureusement, ils n'ont pas pu venir ce soir pour témoigner, mais si jamais vous pouvez aussi les contacter pour leur demander des informations sur ce projet-là ou contacter l'association. Ils sont ravis de répondre. C'est un projet qui a eu beaucoup de succès. Voilà, donc là, c'était l'idée de vous présenter quelques petits témoignages d'école pour vous montrer qu'effectivement, c'est important d'avoir une équipe intéressée, une équipe investie, mais c'est possible et vous n'êtes pas tout seul. Donc le but, c'est d'être accompagné. Donc par la maison du compost ou aussi par des fois des associations de quartier. L'association a aussi un peu accompagné dans le processus l'école, vu qu'ils ont déjà en place des sites dans le quartier. Donc voilà, c'est voir un peu comment on peut mettre tout ça en place dans les écoles, et c'est possible, ça a déjà été fait, et ça peut commencer très petit, comme on l'a vu avec l'école Guilmer. Donc si on a des notions à retenir de ce webinaire, ce serait ces 3 notions-là: la notion de pédagogie, la notion d'écologie et la notion d'accompagnement. Donc pédagogie, parce qu'on a vu, c'est pédagogiquement très intéressant d'avoir un site de compostage ou au moins des petits bacs à compost, parce qu'on peut faire énormément de choses autour et ça peut rentrer dans le programme de plein de manières différentes. Écologie, hein, bien sûr, parce que composter, c'est participer à redonner la matière organique au sol, nourrir les sols, et puis bien sûr créer un milieu de biodiversité très intéressant dans le jardin. Et pour le jardin, c'est essentiel hein, d'avoir un apport de compost. Donc, bien sûr, l'écologie, c'est la notion importante à retenir. Et la notion d'accompagnement, ce que j'ai dit, vous n'êtes pas seul. Hein, le but, c'est aussi que la maison du compost vous accompagne. Et de toute façon, il y a plusieurs écoles qui ont déjà mis ça en place. Donc, c'est quelque chose qui existe déjà. Donc, il ne faut pas hésiter à partager les expériences, demander des retours sur comment ça a été fait. Mais l'idée, c'est toujours de faire ça à plusieurs. C'est une dynamique vraiment citoyenne, conviviale. L'idée, c'est de le faire à plusieurs. Je vous ai noté donc quelques références si vous voulez aller un peu plus loin. Vous avez donc le catalogue de ressources pédagogiques qui est proposé par l'Eurométropole de Strasbourg, qui est en ligne. Et donc, c'est un catalogue sur lequel vous avez plein de jeux, plein d'outils pédagogiques. Vous avez un peu de tout pour tous les âges. Tout est précisé de toute façon. Vous le trouvez très facilement en ligne. Et voilà, il peut proposer plein d'outils intéressants à emprunter auprès de l'Eurométropole. Et après, pour les écoles, moi, je ne sais pas spécifiquement, parce que nous, on l'utilise en tant qu'association, mais il y a moyen pour les écoles, vous puissiez emprunter très longtemps les outils. Nous, les associations, on peut emprunter les outils qu'1 mois. Mais pour les écoles, c'est peut-être un peu différent, donc il ne faut pas hésiter à se renseigner. C'est un catalogue très intéressant qui donne plein d'idées aussi. Pour les aspects plus techniques sur le compostage, vous avez donc le réseau Compost Citoyen qui propose plein de fiches techniques sur son site, où vous avez énormément de sujets sur le compostage, sur le gaspillage alimentaire, sur les agrumes, est-ce qu'on peut les mettre, pourquoi, si on met de la viande, qu'est-ce qui se passe. Voilà, sur tous les sujets, si vous avez, c'est une sorte de FAQ, donc si vous avez des questions en tête, n'hésitez pas à aller sur
sur ce site, vous avez le réseau compost citoyen national, ou sinon vous avez aussi le réseau compost citoyen Grand Est, qui aussi a des informations intéressantes et qui a un réseau intéressant aussi à connaître. Vous pourriez aussi très bien en faire partie si vous décidez de monter un projet de compostage dans votre école. La Bible dans le domaine du compostage, c'est un peu Compost et paillage de Denis Pépin. C'est un livre très gros et très complet, mais qui explique très bien de manière très pédagogique. C'est un peu le seul bouquin que vous avez besoin d'avoir si vous voulez commencer à composter et savoir comment ça marche. Vous avez énormément de photos intéressantes aussi que vous pouvez utiliser. C'est très visuel. Donc ça, c'est l'ouvrage très intéressant à avoir, même pour chez vous, si c'est un sujet qui vous intéresse. Comme podcast, moi je vous conseille d'écouter la Terre au carré qui fait plein d'émissions intéressantes, donc une émission de Mathieu Vidard. Et il y en a notamment une qui s'appelle Dans Tous au compost, qui est basée sur le nom de l'événement du réseau Compost Citoyen, qui est l'événement phare de ce réseau. Et c'est un podcast très intéressant avec plein de spécialistes, notamment aussi du réseau, qui parlent de ce sujet-là. Et puis après, je vous ai mis 2 autres petites choses. Donc un petit livre documentaire, il en existe plein, mais on en a trouvé un qui était pas mal, qui s'appelle Je jardine les pieds sur terre, qui propose plein de choses intéressantes et très réalistes pour les enfants à faire au jardin. Et ça parle aussi de compost, ça parle aussi du sol, des insectes, etc. Et voilà, vous avez plein de petits reportages sur YouTube, et je vous en ai mis un petit qui concerne l'école Cascade Soleil, qui montre juste comment ça peut être géré dans une école élémentaire, un site de compostage. Et là, c'est un gros projet mené aussi avec la commune. Mais voilà, c'est des exemples à avoir en tête. Et si vous voulez des retours d'expérience, c'est aussi intéressant d'aller voir tout ça. Donc, est-ce que vous avez des questions? J'imagine qu'on passe au temps de questions maintenant. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu? Est-ce que vous avez des questions techniques, des questions plutôt pédagogiques? Voilà, vous posez toutes les sortes de questions, il ne faut pas hésiter. Et dans tous les cas, si jamais vous avez des questions qui vous viennent plus tard, il ne faut surtout pas hésiter à donc, nous contacter pour juste du conseil, du renseignement, ou si vous avez un projet plus concret, ou au début, si vous voulez juste faire une petite animation pour les élèves dans votre école, par exemple. Moi, je me disais que peut-être l'un ou l'autre d'entre vous avait déjà eu un projet de compostage à l'école, mais avait, comment dire, pas réussi à franchir le pas en raison de, je sais pas, d'inquiétudes ou de freins particuliers. Est-ce que peut-être vous pouvez nous faire part de ces difficultés qui, soit que vous avez rencontrées en pratique, soit que vous imaginez et qui pourraient être un obstacle en fait à la mise en place d'un site de compostage en école? C'est une piste que je vous lance. En attendant que la question soit posée par écrit, effectivement, je rebondis sur ce que tu as dit, Séverine. On a l'exemple d'une école qu'on est allé voir, donc maternelle, qu'on est allé voir il n'y a pas très longtemps avec mes collègues, qui avait mis en place un composteur en juin. Mais donc il y a eu des problèmes d'odeur parce qu'effectivement, ils n'étaient pas formés au compostage, donc il n'y avait que des matières humides qui avaient été déposées à l'intérieur. Donc forcément, très vite, il y a eu des problèmes de bouchons, il y avait des bouchons partout qui rentraient dans le bâtiment, etc. Donc ça n'allait pas du tout. Et donc ils l'ont enlevé en septembre. Ils ont un peu abandonné le projet et ils nous ont contactés pour savoir si on pouvait les accompagner. Et donc rien qu'à la première visite, on est venu, on a un peu expliqué rapidement comment fonctionne le compostage, et tout de suite, c'était plus clair. Et effectivement, ils se sont dit, on est reparti pour un tour, on va réessayer, et là, ça va fonctionner, quoi. Donc ça peut être des petites choses comme ça. N'hésitez pas à nous faire un retour là-dessus, comme disait Séverine. Je voulais juste, Oui. enfin, moi, on est au tout début du projet Compost, mais c'est vrai que moi, ce qui m'inquiète et ce qui est, je pense, une grande problématique, c'est que je me souviens plus des noms des écoles, enfin de l'école que vous avez, que tu as présenté avant, mais nous, c'est vrai que le public, c'est un public qui est très défavorisé. Je pense que ce qui peut être compliqué aussi, c'est la priorité. C'est-à-dire que la priorité dans notre école, en vrai, en réalité, c'est pas forcément la gestion des déchets, c'est pas forcément le compost. Dans l'école que tu as présentée, effectivement, ils ont eu des partenaires assez importants, etc. Nous, les partenaires, ils sont pas engagés dans ce genre de démarche parce que c'est pas la priorité, quoi, hein. Clairement. Après, je pense que il faut des volontés, il faut commencer petit aussi. Voilà, c'est l'idée
pour moi, effectivement, le faire au sein de l'école, mais aussi de montrer que ça peut apporter quelque chose en plus et apporter, enfin, et aussi abonder sur tout le reste, quoi. Puisque, je sais pas, je parle à d'autres collègues, je sais pas si vous avez aussi ça, mais c'est de plus en plus difficile de mobiliser les parents, enfin, pas forcément les mobiliser, ils viennent aux sorties et cetera, mais ça veut pas dire que c'est facile, en fait, de les faire venir sur un projet, indépendamment de nous, quoi. Je sais pas si vous avez le même retour vis-à-vis de ça, mais en tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai et c'est ça qui peut être aussi un peu décourageant. Je pense, mais effectivement, c'est souvent un peu l'inquiétude. C'est pour ça qu'on a les discussions entre nous. On essaie de commencer petit pour voir comment ça se passe au début. Mais si le projet compostage, ça paraît trop important, trop gros, ça peut être aussi juste quelques animations pour les élèves, juste pour au moins planter une petite graine à ce niveau-là, sur ce sujet-là. Mais ça peut effectivement prendre plus longtemps après pour que le projet soit vraiment mis en place. Après, je précise que, enfin, mon avis, c'est aussi de dire que c'est pas parce que c'est difficile et que c'est pas une priorité que ça doit pas être fait, qu'il faut pas, enfin, je vais pas dire s'acharner, mais qu'il faut pas avoir la volonté. C'est-à-dire que, mais enfin, en fait, c'est pas parce que c'est pas un besoin qu'on identifie de base qu'on va pas créer quelque chose à partir de ça. C'est-à-dire que là, mon idée quand même de mettre en place ce compost, c'est créer quelque chose de pérenne. C'est-à-dire que c'est pas se dire oh, finalement il n'y a aucun parent qui s'est motivé. Bon, bah, c'est clair que selon l'endroit où on est, l'inertie qu'on peut avoir, ça peut être au début on n'a pas beaucoup de monde et puis finalement bah, on arrive à avoir 1 ou 2 parents et finalement on arrive à en avoir 2, 3, etc. Il faut persévérer et puis petit à petit, après, ça commence à grandir dans la tête des parents, la tête des enfants et des profs aussi parfois. Oui, Oui. je voulais poser une question par rapport à la gestion de l'eau. Donc c'est une question un peu plus générale, qui peut très bien concerner le compost, puisque le compost, on peut être amené à l'arroser, mais aussi, le jardin pédagogique. Donc a priori, de ce que j'ai compris, en fait, dans les écoles, récupérer de l'eau est relativement limité au niveau pédagogique parce que les enfants ne pourraient pas l'utiliser. Mmh. C'est bien ça? Et du coup, bah, quid de cette question, quoi? Parce que, utiliser, absolument de l'eau, du robinet, pour arroser un jardin et pour, arroser un compost, je trouve ça un petit peu, déviant et puis qui plus est, ne pas pouvoir utiliser l'eau du ciel qui est, voilà, beaucoup plus de meilleure qualité, en tout cas, que l'eau du robinet. J'ai du mal à saisir et je ne sais pas s'il y a quelque chose, un moyen de, entre guillemets, «de contourner», enfin, en la stockant l'eau, est-ce que si l'eau elle est stockée un certain nombre de temps, est-ce que du coup la législation est plus souple? Voilà. En tout cas, je ne sais pas comment faire avec cette question-là. Ce que je peux peut-être dire, qui répondent partiellement à votre question, c'est que, en fait, le problème réglementaire, c'est qu'on ne peut pas permettre aux enfants, d'avoir un accès libre à de l'eau qui n'est pas coulante, quoi, pas de l'eau du robinet. De donc en particulier de l'eau, qui, s'accumule dans un récupérateur d'eau de pluie. Ils ne peuvent pas jouer avec. Mais par contre, rien n'empêche qu'ils, utilisent cette eau pour arroser, les plantes du potager, du moment que, il y a un adulte qui a un accès, donc qui peut ouvrir, fermer quand c'est nécessaire. Donc il y a des projets effectivement où, quand il y a un jardin pédagogique, c'est tout à fait opportun d'avoir un récupérateur d'eau de pluie pour, pouvoir, se rendre compte que l'eau, elle tombe du ciel et qu'après on peut l'utiliser, la stocker et l'utiliser pour aller arroser nos plantes, nos légumes. C'est juste qu'il faut que ce soit contrôlé par un adulte. Alors je ne sais pas si ça répond entièrement à votre question, mais c'est en tout cas ce que je pouvais vous apporter comme élément. Oui, ça y répond parce qu'en fait, on m'a pas donné cette information-là, on m'a dit qu'ils ne pouvaient même pas l'utiliser. Donc de ce que vous dites, à partir du moment qu'il y a un adulte, à leur côté, il y a aucun souci. Et, D'accord. c'est par rapport plus au compost, du coup, j'ai pas précisé, mais effectivement, souvent les composteurs sont vendus avec des couvercles. On peut penser aussi que c'est important de le couvrir. C'est plus pratique, effectivement, c'est plus pratique pour éviter que les enfants aillent fouiller à l'intérieur si c'est pas le moment, ou tout simplement qu'il y ait des petits animaux, etc., qui aillent fouiller à l'intérieur.
Mais par exemple, oui, pour la pluie, tout simplement, si on a besoin d'arroser le compost, si vraiment il est très sec, de manière générale, il n'y a pas souvent besoin de l'arroser si on arrive à respecter l'équilibre des matières et qu'on l'apporte souvent régulièrement des matières humides. Mais s'il y a besoin d'arroser, effectivement, là, dans ce cas-là, il suffit juste d'ouvrir le couvercle et de laisser la pluie faire le travail. Mais comme vous dites, il arrive parfois que l'été, on ait vraiment besoin d'arroser, vu que maintenant, voilà, il y a de plus en plus de pénurie d'eau. Il faut, voilà, comme disait Séverine, effectivement, faire attention à ce que ça soit un adulte qui puisse être présent, mais donc apparemment, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Non, c'est pas vraiment une question, c'est une idée. En fait, moi, j'ai déjà animé des petits jardins ou des grands jardins dans des institutions en fait sociales. Et ce qu'on faisait aussi comme chose en fait pour qu'il y ait un lien entre le jardin et le compost, c'est qu'on peut, quand on a la chance de récupérer, d'avoir quelques orties ou si on apportait un peu de consoude, on arrosait aussi le purin avec des tisanes ou des extraits fermentés d'ortie ou de consoude. Oui, c'est une bonne astuce. On parle un peu d'activateurs de compost. Il y a beaucoup de personnes qui vont acheter des activateurs dans les commerces, mais il n'y a jamais besoin en fait parce qu'on a tout ce qu'il faut sous la main, comme les orties, comme la consoude. On peut faire effectivement de la purée d'ortie ou la purée de consoude pour activer un peu le processus, pour rapporter beaucoup d'azote au composteur. Bon, je vois qu'il n'y a pas trop d'autres questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui rédige peut-être une question dans le chat? Non. Je ne vois rien. Bon, on s'approche tout doucement de la fin de notre horaire prévu. Donc, comme je vous l'ai dit et comme je l'ai écrit dans le chat, bon, pour ceux qui n'ont pas ouvert la conversation, merci de répondre à l'enquête. C'est sur votre slide. Et donc, le lien, vous le trouvez dans la conversation. Vous avez un lien vers Forms. Merci de le faire encore maintenant. Merci beaucoup à Yasmine. Je pense que c'était... merci à ceux qui l'ont fait. Merci Yasmine pour toutes ces informations, tous ces retours d'expérience. Merci pour la personne qui a témoigné également, pour les personnes qui ont témoigné. Voilà, c'est vraiment un projet qui peut être très fédérateur, créer un compost. En tout cas, les enfants, ils adorent ça, clairement. C'est vraiment on va dire un réservoir de biodiversité qui est unique à observer. Ça demande un peu d'organisation, bien sûr, ça demande un peu d'engagement, mais ça en vaut la peine. Donc, on vous souhaite à tous et toutes une très bonne soirée et on espère vous retrouver prochainement, soit à un atelier de concertation, soit à une autre occasion. Merci à vous, bonne soirée. Merci à tous. Et puis, je précise aussi pour ceux qui vont partir, effectivement, si jamais, vous pouvez nous recontacter. On fait aussi des ateliers tous les mois pour parler de compostage et de vermicompostage. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions concernant le compostage ou le jardinage au naturel aussi.